Imaginez un assistant intelligent capable de vous organiser de A à Z un voyage entre New York et Paris. De prendre le billet d'avion, de réserver un taxi, de gérer toutes les contraintes de distance, de délai, de retard, etc. Eh bien, promis, ça existera un jour si on en croit Yann Lequin, chercheur en chef en intelligence artificielle au sein du groupe Meta. C'est là-dessus que travaille Meta depuis plusieurs années et ça fait un moment qu'il dit, Yann Lequin, qu'on aura tous bientôt des petits assistants intelligents qui travailleront pour nous. Mais pour ça, il faut des IA aussi intelligentes que l'humain. Et on est loin d'y être, car selon Yann Lequin, les IA génératives actuelles n'ont rien à envier au cerveau d'un enfant de 4 ans qui est déjà bien au-delà, puisqu'il sait reconnaître en quelques minutes un chat, alors qu'une IA, elle, a besoin de centaines d'heures d'entraînement pour parvenir à ça. Les fameux LLM, les grands modèles de langage, ne traitent que du texte, ou bien des images ou du son transformés en éléments textuels ou numériques, et selon Yann Lequin, ça ne suffit pas, ce n'est pas une bonne voie. C'est pour cela que Meta a choisi une autre approche, basée sur des algorithmes baptisés JEPA qui tentent d'appréhender le monde dans sa globalité. Yann Lequin parle d'une IA guidée par l'objectif, c'est-à-dire qui se concentre sur l'essentiel, vers sa mission sans s'embarrasser des détails. C'est de cela dont il était question cette semaine à Paris, au siège de Meta, et je vous propose l'enregistrement d'une conversation avec Yann Lequin, interrogé par quelques journalistes. Yann Lequin, comment vous définiriez ce que vous faites chez Meta par rapport à ce que font d'autres ? Dans quelle direction vous allez, vous ? Quel est votre but en matière d'IA ? Alors, il y a déjà des différences dans les modus operandi, c'est-à-dire dans le mode de fonctionnement. À Meta, on pratique la recherche ouverte. Donc déjà, on a un laboratoire de recherche avancé, FAIR, Fundamental AI Research, qui fait la recherche à long terme. C'est pas le cas de tout le monde. C'est le cas de Google, par exemple, c'est le cas de Microsoft. Pas trop d'entreprises plus petites, en fait, qui n'ont pas vraiment les reins financiers assez solides pour faire vraiment de la recherche à long terme. Donc, ils se focalisent plutôt sur des produits et la technologie à court terme. Donc, la possibilité de faire la recherche à long terme, déjà, ça nous caractérise. Ensuite, faire la recherche ouverte, c'est-à-dire en collaboration avec le monde académique, avec d'autres entreprises peut-être plus petites, avec la recherche publique en France, par exemple. Et puis, une vision sur quel chemin emprunter pour arriver à des systèmes vraiment intelligents, c'est-à-dire qui puissent peut-être atteindre le niveau d'intelligence humaine. Et là, chaque entreprise a son idée un petit peu, sa philosophie, et puis certaines en ont changé d'une fois sur l'autre. Donc par exemple, DeepMind avait démarré une 12aine d'années avec l'idée que ce qui amènerait à l'intelligence de niveau humain, c'est l'apprentissage par renforcement. Ça a été un échec total. Maintenant, ils ont quasiment abandonné ce programme. C'est un petit peu la même chose pour OpenAI, et puis ils ont aussi abandonné ce programme. Ils se sont redirigés vers les LLM, entre autres, les LLM autorégressifs, et avec l'idée que pour arriver à l'intelligence de niveau humain, il suffit de faire des modèles plus gros, entraînés avec plus de données, avec des ordinateurs plus puissants. Ça, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des architectures fondamentalement nouvelles qui permettent aux machines de comprendre le monde physique, de raisonner, d'avoir la mémoire persistante, etc. Donc, il faut de l'innovation scientifique. C'est pas simplement un problème technologique de faisons plus fort, plus gros, quoi. Il faut vraiment des progrès conceptuels. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Un système ne peut pas comprendre comment fonctionne le monde simplement à partir de texte. C'est très, très stylisé, en fait, ce qu'on met dans le texte. Il y a tout un tas de choses qu'on n'exprime jamais en texte parce qu'elles sont tellement évidentes à cause de notre expérience du monde que on l'écrit jamais. Donc, c'est tout ce qui manque. Et en fait, on n'a pas cette impression, mais en fait, c'est la majorité de notre connaissance, de notre savoir, n'a rien à voir avec la langue. Alors, en fait, si on essaie au niveau philosophique de savoir ce que c'est vraiment que l'intelligence, c'est essayer de trouver des bonnes représentations d'un phénomène, d'une réalité, qui nous permettent d'agir déjà sur la réalité, ou de la comprendre, ou de la prédire. La prévision, c'est un peu l'essence de l'intelligence. Et la prévision, en fait, est nécessaire à la capacité de planifier des actions. Donc, par exemple, ça a nécessité quelques milliers d'années de civilisation et de réflexion de gens très futés pour dire, si on veut prédire la trajectoire des planètes, déjà, il faut réaliser que la Terre n'est pas au centre de l'univers, etc. Mais aussi le fait que pour prédire la trajectoire d'une planète, c'est très très compliqué, c'est très gros. On n'a pas besoin de connaître sa masse, sa forme, sa composition, sa densité, sa couleur, rien de tout ça, aucune importance. Les seules choses qui sont importantes, c'est 3 paramètres de position et 3 paramètres de vitesse.
C'est tout. On n'a même pas besoin de savoir qu'elle tourne sur elle-même ou pas. On a juste besoin de ces 6 chiffres pour pouvoir calculer sa trajectoire pendant des siècles, grâce à Newton. Donc ce processus par lequel on trouve des abstractions qui nous permet de faire des prédictions, c'est un peu l'essence de l'intelligence. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces modèles JPAN que j'ai essayé. Mais bon, là, je parle de Newton, mais un chagoutière est capable de faire ça aussi. Un chagoutière trouve les bonnes représentations et abstractions pour prédire la trajectoire de la souris ou arriver à ouvrir la porte de l'endroit où il veut rentrer, etc. Est-ce qu'au niveau donc visuel, les vidéos, est-ce que cette abstraction, c'est pas en fait la vectorisation des images et des vidéos? Peut-être, mais la question c'est comment. Vectorisation et comment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour certaines tâches, la seule chose qui est importante à propos de cette bouteille, c'est peut-être sa forme, son poids, etc., le fait qu'il y a de l'eau dedans. Mais pour d'autres applications, c'est ce qui est écrit dessus, ce qui est beaucoup plus complexe, détaillé, etc. Et puis peut-être la composition du contenu et autres. Donc la question de savoir est-ce qu'un système d'apprentissage peut trouver une représentation abstraite de la réalité qui contient toute l'information pertinente, mais qui ignore tout ce qui est compliqué, tout ce qui est trop compliqué. Et comment on fait ça? C'est la grosse question un peu conceptuelle. Et puis on a réussi à réduire ça en fait à un algorithme qui marche, ce qui est un peu la première fois en fait. Ça fait pas très longtemps qu'on sait faire ça. Et c'est un processus complètement différent d'essayer de prédire tous les détails. Et ça nous a pris 7-8 ans à dégager ce concept-là. C'est pas évident. Et donc vous pensez que les modèles qui sont basés uniquement sur le texte aujourd'hui, en fait, ils font fausse route? Ils font pas fausse route parce qu'ils sont utiles. Donc si on veut faire des applications à court terme des gens intelligents comme le font les groupes de produits GenAI à Meta, c'est très bien. Mais comme chemin vers l'intelligence de niveau humain, c'est une bretelle de sortie qui sort de l'autoroute. C'est un composant intéressant qui va être réutilisé. Mais quand on parle, on a le concept, on a une idée, un modèle mental, enfin une idée qui est représentée quelque part dans le cerveau, dans le cortex préfrontal probablement. Et puis ensuite, on a un processus par lequel on peut traduire cette idée en langage, pour l'exprimer. La partie du cerveau qui fait cette traduction d'une idée en texte, c'est un tout petit morceau de cerveau qui est là, ça s'appelle l'aire de Broca. Si on l'a pas, on peut pas parler, mais on peut quand même penser. On peut pas parler. Un LLM, c'est une aire de Broca. Maintenant, tout ça, on l'a pas reproduit encore. Donc c'est, il faut se méfier en fait. C'est pas parce que une machine peut manipuler la langue qu'elle est nécessairement intelligente. Donc on est un petit peu victime de ça. Hein. C'est l'effet ELIZA dont vous avez peut-être entendu parler. Est-ce qu'on va développer des relations personnelles avec l'intelligence artificielle que ça va devenir nos amis? Oui, on établira des relations avec les IA. En fait, c'est un peu le cas déjà parce que on a tendance à anthropomorphiser. C'est un mot français, ça. Oui. des objets, hein, même des voitures, des choses comme ça. Donc c'est évidemment une tendance assez facile, mais à terme, ces systèmes pourront non seulement dialoguer, mais aussi avoir des émotions. C'est quelque chose dont je parle plus beaucoup, mais ces architectures dont je parle, qui sont pilotées par des objectifs, si elles ont des objectifs à remplir, il leur faut la capacité de prédire à l'avance si une séquence d'actions qu'elles vont faire vont remplir cet objectif, même si elle peut pas tout prédire ce qui va se passer. Et ça, c'est très similaire aux émotions pour les animaux et les humains. Bon, par exemple, la peur, c'est une émotion qui est produite par une prédiction de quelque chose de très négatif qui peut se produire, ou un risque que quelque chose de très négatif puisse se produire, par anticipation. C'est beaucoup une anticipation de résultats, les émotions. Il y a les émotions immédiates. Si je vous pince le bras, ça va vous faire mal immédiatement, quoi. Vous n'avez pas besoin de prédire quoi que ce soit. Mais la deuxième fois que je vais essayer de le faire, vous allez reculer parce que votre modèle du monde qui inclut le fait que je pince les gens va vous faire prédire que quelque chose de déplaisant va se produire. Donc là, ça c'est une émotion. C'est pas vraiment de la peur, mais un petit peu. Et les machines auront ce genre d'émotion à terme. Pour l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, c'est du pipeau. Et dans combien de temps? Est-ce que c'est juste une question de temps ou il y a déjà des obstacles que vous voyez pas comment vous pourrez les surmonter? Ah ben les obstacles, c'est ceux sur quoi on travaille. Surmonter les obstacles, c'est ceux sur quoi on travaille. Donc oui, on est très familier avec ces obstacles. C'est comme si on était devant une montagne et qu'on essaie de la gravir en ce moment. Hein. Donc oui, on connaît l'obstacle, mais on sait pas combien il y a de montagnes derrière. Donc c'est pour ça en fait que très souvent les gens un peu
jeunes ou naïfs ou optimistes ou victimes d'auto-illusion, en général, se disent ah voilà, c'est la dernière montagne, on gravit cette montagne et après, c'est réglé. Le problème est réglé. Et il y a eu ce genre de réflexion dans l'histoire de l'IA depuis 65 ans. Le premier exemple pourrait être les gens dans les années 50, Newell et Simon, les pionniers de l'IA, aussi pris Turing. Un de leurs premiers programmes intelligents s'appelait le GPS, ça veut dire General Problem Solver. Ce que ça voulait dire, c'est qu'ils avaient un programme dont ils pensaient qu'il pourrait résoudre tous les problèmes. On formule un problème en termes d'optimisation, en fait, de résolution de contraintes, et puis ensuite, il suffit d'avoir un espace de recherche de solutions, et on écrit un algorithme pour rechercher la bonne solution, et puis voilà. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que tous les problèmes, déjà les problèmes qui sont très difficiles à formuler, mais ceux qu'on arrive à formuler, trouver la solution prend presque toujours un temps exponentiel en fonction de la taille du problème, et donc est pas résolu et intractable. Donc ce programme, ces gens-là se sont dit, voilà, ça y est, on peut faire toutes les tâches intelligentes possibles. Oui, sauf que la plupart prendraient l'âge de l'univers à un ordinateur de l'époque, et encore aujourd'hui. Et donc ça a mené à un développement de toute une théorie de la complexité de calcul, etc., qui montre que la plupart des problèmes intéressants, en fait, ont une complexité qui croît exponentiellement avec truc. Donc par exemple, si on veut jouer aux échecs, on peut se dire, bon, quelle est ma chance de gagner si je joue ce coup? Mais bon, je peux jouer une bonne quinzaine de coups différents, donc je suis obligé de calculer cette probabilité de gagner pour les 15 coups. Mais ensuite, l'adversaire va aussi jouer 15 coups. Donc maintenant, le nombre de coups, disons 16. Donc ça fait 16 fois 16, 256. Ensuite, je peux jouer un autre coup, on multiplie par 16 encore. Donc il y a cette arborescence qui croît exponentiellement. Ce qui veut dire qu'on peut pas prédire au-delà de 5-6 coups. Si on est malin, peut-être 9. Et en fait, toutes les ruses dans des systèmes de jeux d'échecs, c'est comment ne pas explorer tout l'arbre, etc. Donc, ça s'appelle des algorithmes heuristiques. Et finalement, tous les problèmes sont comme ça. Tous les problèmes sont trop compliqués. Les problèmes de vision sont trop compliqués. Enfin, tout ça sont les choses qu'on arrive à résoudre avec l'apprentissage. Mais donc voilà, la montagne qu'on est en train de gravir. En fait, j'ai dit les 4 problèmes. Le premier problème, c'est arriver à reproduire le type d'apprentissage qui se passe chez les enfants quand ils observent le monde et arrivent à comprendre la nature du monde physique, la gravité, les objets, le caractère tridimensionnel du monde, différence entre objets animés et inanimés, enfin tous les concepts de base qu'on apprend les premiers mois de la vie, quoi, que aussi les animaux apprennent. Donc ça, c'est une grosse montagne. Ensuite, il y a l'intégration de ça dans un système qui est capable de planifier des actions pour arriver à un but. C'est la deuxième montagne. Et il y a des tas de problèmes qui sont cachés derrière ça. Le fait que, par exemple, si le modèle du monde prédictif est pas exact partout, le système va pas planifier correctement. C'est-à-dire qu'il va se faire une idée de quel va être l'effet des actions qu'il va prendre qui va être fausse. Et donc pas arriver au résultat escompté. Et puis il y a le troisième qui est comment spécifier justement ces fonctions objectifs pour remplir un but particulier, ainsi que les garde-fous. Bon, il y a des tas de problèmes, c'est pas seulement des problèmes techniques et technologiques. Donc des tas de problèmes à régler, c'est un programme de 10 ans. Hein. C'est pas pour demain. Yann Lequin, scientifique en chef en intelligence artificielle chez Meta.